Journaliste. Voilà un des métiers les plus désirés en France encore aujourd'hui. Quand on évoque la profession, certains pensent à ça. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. D'autres à ça. Do you know how many people you killed on the front line? I'm not counting. Israël qui est ici depuis un mois à Khan Younes et 10 jours dans le cœur de la ville, n'a réussi encore à achever aucun de ses buts de guerre. C'est très compliqué de travailler en tant que journaliste à Mogadiscio, le risque de kidnapping est extrêmement élevé. Donc il y a les policiers israéliens qui me demandent d'arrêter de filmer. Quand d'autres pensent plutôt aux Pentagon Papers, les hommes du président et autres grands épisodes de l'investigation dans l'histoire. Le journalisme comme contre-pouvoir, métier d'aventure, de passion, d'utilité publique. Certains s'imaginent même qu'il s'agit d'une profession où l'on gagne beaucoup d'argent. Pourtant, la réalité de ce métier est beaucoup plus violente et sombre, et elle ressemble peu à la vie des protagonistes hollywoodiens. Aujourd'hui, en France, 40% des détenteurs d'une première carte de presse ont quitté la profession au bout de 7 ans. Et pourtant, toujours le même afflux à l'entrée des écoles de journalisme. C'est sur ce constat que s'est appuyé le sociologue et chercheur Jean-Marie Charon pour mener une grande enquête intitulée « Jeunes journalistes, l'heure du doute ». Pourquoi tant de jeunes quittent-ils la profession si vite et après d'aussi longues études? Comment le journalisme s'est-il transformé? Est-il encore raisonnable aujourd'hui de rêver au métier de journaliste? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Jean-Marie Charon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président des entretiens de l'information, vous êtes chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS et vous avez enquêté sur les jeunes journalistes et vous avez publié vos résultats de recherche dans ce livre « Jeunes journalistes, l'heure du doute » aux éditions Entremises. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à cette thématique de l'entrée des jeunes dans la profession de journaliste? Alors écoutez, c'est parce qu'il y a un peu un paradoxe au départ de cette enquête. Déjà, j'avais fait une enquête précédente avec une collègue qui était sur les journalistes qui quittent la profession. Là, on n'avait pas d'a priori en termes d'âge, mais on avait été frappé par le fait qu'on avait une surreprésentation des jeunes par rapport à, disons, à notre échantillon qui allait de l'entrée dans la profession jusqu'à très tard. Et puis, il y a une autre raison, c'est que Samuel Bourron, qui à l'époque était à l'Institut français de presse, qui faisait un certain nombre d'enquêtes sur la profession, avait sorti un chiffre il y a maintenant quelques années, je crois que c'était en 2018, ce qui était qu'au bout de 7 ans, 40% des cartes de presse n'étaient plus actives. Autrement dit, au bout de 7 ans, 40% des jeunes journalistes avaient quitté la profession. C'est une des professions où les jeunes abandonnent le plus vite. C'est très rapide en tout cas. Et on n'en avait pas forcément cette représentation, en tout cas. Alors là, on n'a pas souvent de chiffres, mais là, on a un repère chiffré qui était impressionnant. Et de l'autre côté, moi, j'ai une activité aussi associative, qui est la Conférence nationale des métiers du journaliste, qui coordonne beaucoup sur le plan de la prospective, le travail des écoles de journalisme reconnues. Et là, si vous voulez, il suffisait que je m'adresse à mes amis qui sont dans cette association, en leur disant, mais alors, il y a une crise des vocations, vous avez du mal à trouver des gens, etc. Au contraire, me disait-il, et c'est toujours le cas, on n'a jamais eu autant de candidats dans les écoles reconnues. Et si je me tourne vers les écoles non reconnues, ce qui m'arrive de temps en temps en discutant avec eux, on a le même phénomène. Et comme vous le savez, il y a aussi une multiplication de ces formations et aucune ne manque de candidats. Donc on a cette espèce de paradoxe. On sait que cette profession est difficile, que son accès est pénible, et en même temps, il y a une énorme motivation pour y rentrer. Donc c'était suffisant, si vous voulez, pour essayer de travailler sur le sujet. Donc il fallait aussi définir ce qu'on appelle un jeune journaliste, parce que ça peut être 30 ans, 35 ans, etc. Là, je m'étais donné une petite dizaine d'années d'activité, pas tout à fait 10 ans d'activité, donc pour avoir un chiffre, 30 ans, quoi. Ça veut dire, en gros, aujourd'hui, 13% de la population. Et ça veut dire aussi, en gros, 2 journalistes sur 3, parmi ceux-là, qui connaissent la précarité.
La précarité. On va y c'est-à-dire, revenir. voilà. On va y revenir justement parce que c'est un des paramètres qui font que beaucoup de jeunes journalistes vont quitter cette profession. Et vous l'avez dit, c'est une profession qui est paradoxalement très populaire. En tout cas, chez les plus jeunes, il y en a beaucoup qui veulent devenir journalistes. Nous, on le voit à Blast, on reçoit beaucoup de demandes de stage. Il y en a beaucoup qui nous demandent des conseils, qui aimeraient intégrer cette profession. Et pourtant, ils sont si nombreux à la quitter un petit peu plus tard. Donc, j'aimerais revenir sur ce qui attire les jeunes. Une partie des jeunes dans le métier de journaliste. Vous êtes allé en interroger plus d'une centaine et vous avez mené cette enquête pour leur demander mais qu'est-ce qui vous attire dans le métier de journaliste ? Tout à fait. Alors, ce sont des entretiens. C'est-à-dire qu'on a longuement... C'est une enquête qualitative. Voilà, c'est ça. On a longuement discuté sous différentes formes, parfois sous des formes collectives ou individuelles, en utilisant aussi le web, beaucoup de choses comme ça. Donc, on a pris le temps de discuter avec les uns et les autres. Moi, ce qui m'a d'abord frappé, c'est la précocité des vocations. C'est-à-dire que beaucoup me parlent de l'envie déjà de cette profession, certains dès le primaire, souvent au collège. Vous savez, le fameux stage de troisième d'observation, qui est souvent un stage qui va se faire en rédaction. Et puis, souvent, d'ailleurs, l'idée que dès le lycée, ils se renseignent, on leur donne en gros quelle est la voie à suivre, et on leur indique d'emblée que c'est une voie difficile, qu'il va falloir être brillant, qu'il va falloir beaucoup s'investir, et généralement, et qu'en même temps, il n'y a pas une voie royale au bout. C'est très compliqué, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, alors, pourquoi ils ont vraiment envie de le faire ? Là, je pense que les motivations ont changé en quelques dizaines d'années. Moi, j'étais enseignant au Centre de formation des journalistes dans les années 90. Il y avait aussi des enquêtes qui avaient été faites par une collègue nord-américaine comparant un peu les motivations des journalistes à cette époque-là. En France, c'était beaucoup « je veux être journaliste pour m'exprimer, jouer un rôle dans le débat public, avoir une influence, si vous voulez, un peu sur le monde dans lequel je suis ». Et là, aujourd'hui, on est face davantage à des jeunes qui nous disent « je veux être utile, je veux jouer un rôle important pour la démocratie ». Oui, mais plutôt pour les gens, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un rôle, ils ont une image d'un rôle démocratique à jouer, mais au niveau des gens. Autrement dit, c'est... On dirait aujourd'hui, pour reprendre un vieux langage, à la base, vous voyez, pas tellement par les institutions, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas vous étonner, vous qui avez travaillé sur cette génération-là, c'est que les institutions, les grands enjeux politiques, etc., je ne veux pas dire qu'ils les ignorent, mais ce n'est pas par là qu'ils ont envie tellement d'aborder les sujets. Du coup, si vous voulez, je dirais que si on voulait résumer, on dirait que pour beaucoup, c'est jouer un peu un rôle de médiateur social. Oui, c'est aussi une expression qui revient beaucoup, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. C'est une expression célèbre dans le journalisme ou même dans la politique. La notion d'utilité, c'est souvent ça d'ailleurs. Être utile en étant effectivement ceux qui portent la voix de ceux qui n'en ont pas, et en même temps identifier des sujets qui ne sont pas présents dans les médias et que justement les gens portent et qui sont utiles pour ces gens. Vous avez mentionné les stages de troisième dans le journalisme. Ça dénote quand même d'un certain milieu social de départ. Moi, en Ardèche, ça ne me serait pas venu à l'idée, dans le département où j'ai grandi, de faire un stage dans le journalisme, parce que je ne savais même pas par où y accéder. Donc vous êtes posé la question du milieu social d'origine. Et là, encore une fois, je tiens à dire que c'est un des rares documents dont on dispose, parce que chaque fois qu'on a essayé de faire des recherches, nous, même à Blast, sur le milieu social d'origine des journalistes, on n'a pas trouvé de données très précises sur le sujet, alors que quand on regarde les médias, quand on travaille dans les médias, quand on fait irruption dans des rédactions, on a la sensation en quelque sorte d'un entre-soi bourgeois, ou en tout cas on côtoie beaucoup d'autres journalistes qui ont un appartement à Paris, qui ont des parents, qui vont avoir des professions très rémunératrices, et pourtant on ne le retrouve pas vraiment dans votre enquête, ça. Alors il y a, si vous voulez, effectivement il y a beaucoup plus de diversité sociale que l'image qu'en a la profession. Et je pense que si on se focalisait sur les plus jeunes, on verrait que cette homogénéité est moins forte que dans les générations plus élevées. Si vous voulez, moi, c'est effectivement une surprise. D'emblée, je demande aux uns quelle était la profession de vos parents.
père, mère ou mère, père, et j'en ai un certain nombre qui me disent mes parents sont de milieu modeste, sont de milieu populaire, ouvriers, employés, petite profession de service, etc. Donc à chaque fois, j'essaye de... effectivement, on voit bien quelles sont les barrières. À chaque fois, ça veut dire que ce sont des élèves, ce sont des gens qui ont été des élèves extrêmement brillants, parfois donc plutôt identifiés par leurs enseignants, en disant « Tiens, peut-être que le journaliste, ça pourrait être une profession pour toi parce que tu as énormément de qualités, tu es ouvert sur le monde, tu t'intéresses à un certain nombre de choses. » Et alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Parce que je pense que le déclencheur, il est récent, c'est l'alternance. Si vous voulez, le fait qu'on a développé l'alternance depuis une bonne dizaine d'années dans les écoles de journalisme, ça a ouvert... y compris, si vous voulez, ceux qui conseillent les jeunes journalistes en leur disant tu pourrais faire cette profession. C'est vrai que les écoles, c'est cher, les études sont chères, c'est compliqué d'entrer dans la profession, etc. Mais il y a aujourd'hui une opportunité pour toi, c'est si tu fais le choix de l'alternance, parce que financièrement, ça lèvera des barrières. Ensuite, tu pourras tout de suite entrer dans une entreprise, expérimenter le travail pendant cette période d'alternance, etc. On rappelle que ça concerne 40% des parcours de jeunes journalistes aujourd'hui. Dans les écoles reconnues. Dans les écoles reconnues, sachant que dans le privé, ce qu'on appelle le privé ou le commercial, je ne sais pas comment dire. Les écoles non reconnues, privées. Elles jouent aussi beaucoup sur l'alternance parce que c'est assez confortable. Sinon, on ne peut pas financer ses études. Oui, puis c'est assez confortable pour elles, ça fait beaucoup moins d'heures de cours à faire et beaucoup plus de temps passé dans les entreprises. Mais si vous voulez, donc globalement, on peut dire que l'alternance joue un rôle très important. Immédiatement, effectivement, c'est pour revenir à votre image plus générale de la profession. Alors que se passe-t-il ? Et là, c'est vrai que quand on regarde les premières années, on voit que c'est chez ces alternants que la question de la précarité va jouer un rôle extrêmement important parce que vous faites... une année ou 2 années, ça dépend du système dans lequel vous êtes, dans une entreprise. L'entreprise ne considère qu'elle n'a aucune responsabilité pour vous. Il n'y a pas, au mieux, y compris dans les entreprises publiques, Radio France, France Télévisions, etc., au mieux, on va avoir des CDD, donc des contrats à durée déterminée plus ou moins longs, qui vont plus ou moins s'enchaîner. À Radio France, ça va être des piges. Enfin, il y a tout un parcours avant de commencer à entrer même dans les CDD. Et si vous voulez, si vous n'avez pas des parents pour vous soutenir financièrement, si vous n'avez pas un lieu pour vous poser, or quand beaucoup d'entreprises sont en région parisienne, donc très coûteuses en termes de coût de la vie, pour se loger, pour vivre, etc., eh bien là, effectivement, alors là, l'avantage, entre guillemets, le petit avantage de l'alternant par rapport à un autre, c'est qu'il a une période de chômage qui va être un petit soutien pendant, je crois que c'est 1 an, et après, si tu n'as pas réussi à te stabiliser au bout d'1 an, eh bien, ça devient intenable, quoi. Et du coup, beaucoup de départs parmi ces alternants, effectivement. Moi, je me disais, en lisant cette enquête, que j'aurais pu y participer, parce que j'ai moins de 30 ans, et ce que vous décrivez dans le livre, je l'ai vécu comme beaucoup d'autres. C'est ce moment où, aujourd'hui, moi, je ne considère plus que j'ai envie de quitter cette profession. Mais au début, c'était tellement difficile, cette situation de précarité. Donc, on rappelle, 66% des journalistes de moins de 30 ans sont dans des emplois précaires, donc c'est vraiment considérable. Et cette situation de précarité, quand on n'a pas de matelas, quand on n'a pas de parents qui peuvent nous apporter une aide financière, qui peuvent nous donner un endroit justement où se loger, elle est de plus en plus difficile à mesure que les mois ou les années vont passer, et ça peut durer longtemps. Je me permets d'en parler parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Comment on fait au début ? Souvent, il faut cumuler les piges et vous donner la parole aussi à des jeunes journalistes qui sont diplômés et qui, à côté, cumulent un emploi alimentaire parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oui, ça, c'est une situation qui est assez répandue. Alors, il y a aussi les passages par le chômage, le rôle que va jouer France Travail, etc. Qui vont être de plus en plus vraiment réduits aujourd'hui. Réduits, vu les nouvelles conditions que vous avez avec les différentes réformes. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, souvent, l'alternative, c'est de trouver un emploi. Souvent, c'est des boulots de pion, des boulots dans le commerce. Donc, en gros, avec souvent des horaires un peu, disons,
partielle, quoi, et que vous essayez de cumuler. D'où le fait qu'on peut arriver très vite à des situations d'épuisement, à la fois psychologique, mais aussi physique, parce que les personnes, effectivement, sont portées à énormément s'engager et à se détruire un peu la santé. On reviendra un peu sur cet aspect de santé un peu plus tard. J'aimerais juste vraiment rester sur le côté précarité pour que le côté vraiment économique purement, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y en a qui nous regardent et qui peut-être veulent être journalistes ou sont déjà journalistes et je pense qu'ils ont besoin d'appréhender la situation dans laquelle ils vont se trouver. Il y a une autre dimension, on parle de la situation financière. Globalement, c'est mal payé et on ne sait pas quand on va être embauché. Et ça, c'est le principe de la pige. Et ce statut de pigiste impose une ultra-disponibilité que vous décrivez, que décrivent les jeunes journalistes. C'est-à-dire que même si on ne travaille pas 80 heures par semaine, on doit pouvoir tout annuler à la dernière minute. On doit pouvoir prendre les places que les journalistes en CDI ne veulent pas. Donc travailler à Noël, travailler la nuit, travailler à des horaires dont personne ne veut, travailler sur des moments de vacances. Les grandes vacances d'été sont des moments où il y a beaucoup de jeunes journalistes qui travaillent. Quelles conséquences ça a, ça, sur cet épuisement justement des journalistes? Si vous ont beaucoup parlé des méfaits de cette ultra-disponibilité. Tout à fait. Alors, si vous voulez, déjà, il y a un premier aspect qui souvent pèse psychologiquement, c'est le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire l'impossibilité de se projeter. Et donc, effectivement, l'obligation de cette disponibilité. Un exemple encore, je discutais très récemment avec l'un d'eux, qui me dit, mais vous vous rendez pas compte, avec le portable, on ne peut plus éteindre nos portables. Tout à fait. Le droit à la déconnexion, ça n'existe pas. Et non seulement, c'est pas envisageable, mais en plus, on a affaire à des cadres qui l'imposent et qui en jouent. C'est-à-dire que ça ne dérange pas certains cadres d'appeler à 22h, 23h, etc. De la même manière que la même personne et une autre me disaient, on a le problème des cadres, mais on a le problème des sources aussi. C'est-à-dire, nos sources n'imaginent pas qu'on a une vie. Oui, voilà. Comment vous êtes journaliste et à 22h, vous avez éteint votre téléphone. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de... Donc, il y a effectivement cette disponibilité. Et puis, il y a un autre aspect, je crois, qui pèse beaucoup sur la psychologie et la santé, c'est la solitude aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, on est seul, tout le temps, confronté à ces difficultés financières, à ces problèmes de rapport aux entreprises. Alors, surtout que ces rapports aux entreprises, ils ne sont pas tendres, ils sont souvent extrêmement raides. On n'a pas forcément de reconnaissance. Il y a parfois des retours extrêmement brutaux par rapport à des papiers ou des sujets qu'on a traités. Donc, il y a aussi ce phénomène qui vient fragiliser, ce qui d'ailleurs pousse aujourd'hui un certain nombre de pigistes, et notamment de jeunes pigistes, à se regrouper et à rechercher une solution dans les collectifs de journalistes. Moi, on a organisé aux dernières assises du journalisme une rencontre des collectifs de journalistes. Ils étaient 25 à peu près, qui étaient là, qui s'organisent maintenant. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils se rencontraient tous, etc., qui s'organisent. Et généralement, pourquoi on s'organise? Alors, différentes motivations, mais à la base, presque pour tous, il y avait ce besoin d'échanger, de se soutenir, de trouver des solutions à plusieurs, plutôt que sans arrêt se retrouver dans cette solitude qui, je crois, ruine complètement la santé. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est de voir à quel point, là aussi ça a été une surprise pour moi, beaucoup trop de journalistes, pour pouvoir travailler simplement, ont besoin de se soigner, de prendre des médicaments, d'être suivis par des psys. Et les cas de burn-out, sont très nombreux. Sont extrêmement nombreux. On va un tiers dans cette enquête. Puisque vous en venez à l'état de santé, une des autres raisons qui vraiment crée des problèmes de santé importants. Vous le décrivez dans le livre. Moi, je l'ai vu sur moi-même, je l'ai vu sur des collègues depuis le début de mon entrée dans cette profession. C'est pas une minorité. Et pour ceux qui nous regardent, je suis pas en train de dire qu'il faut pas devenir journaliste ou c'est vraiment horrible cette profession, mais simplement il y a des conditions qui sont difficiles, qui peuvent être changées, qui doivent être changées clairement. Et il y a des manières de s'organiser. Vous le disiez déjà, avant tout. Le premier pas, c'est quand même d'en prendre conscience, c'est de prendre conscience de l'anormalité de cette situation, qui n'est pas nécessairement comprise par l'entourage. Parce que tous ceux qui ne travaillent pas dans les médias ne peuvent pas imaginer ces conditions-là, surtout qu'on l'a dit au début, on a l'image
pour beaucoup de gens, en tout cas d'un journalisme bourgeois, des journalistes qui seraient très bien payés, d'avantages fiscaux. Et souvent, on oublie complètement la distinction entre l'éditorialiste qu'on va voir à la télévision et la réalité de terrain, surtout des journalistes sur le terrain, justement, les jeunes journalistes, les journalistes dans les rédactions, tous ceux qui vont écrire les articles de nuit, qui vont faire ce qu'on appelle du desk, voilà, qui sont vraiment très, très différentes. Et alors, à toutes ces problématiques donc économiques, de solitude, de précarité, d'insécurité, on pourrait rajouter le harcèlement que vous avez évoqué à demi-mot, c'est que la plupart des journalistes en tout cas beaucoup de journalistes que vous interrogez évoquent une violence du management, au moins à un moment de leur carrière. Ils disent se sentir moqués, dénigrés, voire, je cite, parler comme à des chiens. Oui. C'est vrai que parmi les observations qui s'imposent immédiatement, c'est cette espèce de cette relation aux hiérarchies qui est extrêmement rugueuse. Alors déjà, il y a des modèles de comportement, hélas, dans la presse, qu'on retrouve peut-être dans d'autres secteurs, mais on sait bien, parfois même, on le voit au cinéma, le côté, alors souvent, ça paraît sympa, la clope, le cigare, parce que c'est des vieux films, et on voit ce côté un peu... Sauf que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose d'extrêmement dur, surtout que ce côté rugueux, il ne s'applique pas tout à fait de la même manière pour les hommes et les femmes. C'est souvent aussi un modèle excessivement masculin, et effectivement une manière... alors, pas dans toutes les rédactions, mais dans un certain nombre de rédactions, de laisser entendre que si t'es pas d'accord pour faire ce qu'on te demande, il y a beaucoup de gens... tout le temps. Et en fait, ils jouent sur cette tension sur le marché du travail. C'est que dès qu'on va avoir une revendication, quelle qu'elle soit, ou un refus de faire quelque chose quand on est en tout début de carrière et qu'on est dans cette position de précarité, on peut parfois se confronter à des chefs qui vont nous dire « Bon, si t'es pas content, il y en a 10 qui attendent derrière toi pour prendre ta place. Tu devrais être reconnaissante. » Je reviens juste sur le sexisme. Vous évoquez vraiment un sexisme insidieux qui ne va pas forcément se traduire par des agressions sexuelles à la PPDA, bien que ça ait existé et que ça existe encore. Oui. Mais ce qui est le plus courant, c'est déjà des différences de salaire, qui sont quand même assez courantes dans le journalisme, des différences de traitement, des petits noms pour les femmes, des commentaires sur le physique, sur les vêtements, mais aussi des discriminations dans le choix des sujets. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup vu, avec cette idée qu'il y a des sujets féminins qui vont être la santé, la culture, et puis il y aurait les sujets plus sérieux qui seraient plus masculins, la politique, l'économie, et il y a ces attributions de sujets différentes qui ne sont pas forcément conscientisées. Les chefs veulent pas forcément faire du sexisme, mais ça se reproduit encore aujourd'hui et c'est remarqué par les jeunes journalistes que vous avez interrogés. Tout à fait. En plus, si vous voulez, certains services sont pratiquement inaccessibles. Quelles que soient les qualités que l'on avait a priori, certaines jeunes femmes étaient extrêmement brillantes en politique, en économie, dans le domaine des sciences, etc. Mais effectivement, ces services-là sont souvent complètement inaccessibles. Et lorsqu'on a envie de faire du terrain, et tous ont envie de faire du terrain, entre parenthèses, et quand on veut aller sur le terrain, là encore, il y a cette espèce de filtre. Ah non, pour une femme, c'est pas possible, c'est trop dangereux, etc. Comme si, effectivement, il n'y avait pas des grands reporters féminines qui font du travail excellent, etc. Donc, et puis, il y a aussi ce côté, si vous voulez, qui est plus large, qui est cette impression... Vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont cette représentation de leur rôle social, etc. Ils ont aussi l'idée que quand même c'est un métier dans lequel on devrait avoir une certaine autonomie intellectuelle, une certaine autonomie de pensée, une certaine soupe. Et or là, ils se retrouvent souvent dans un cadre où ils sont face à du pré-pensé. C'est-à-dire que leur cadre leur impose leurs a priori sur quel que soit le sujet. Alors, il y a un domaine, par exemple, aujourd'hui où c'est particulièrement frappant, c'est en radio-télévision. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une rédaction en radio-télévision ? On va souvent se retrouver reporter, et le reporter, qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Ce qu'ils appellent, eux, des micro-trottoirs. Et qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir ? C'est, voilà ton sujet, je veux que tu ailles voir tel type de personne, que tu lui demandes ceci, et qu'elle te réponde ça.
Les réponses sont préécrites dans Et beaucoup de... si le sujet qui rentre ne traduit pas cette représentation-là, on refait, parce que c'est pas ce que je voulais, etc. Là, j'ai eu encore un exemple récemment. Il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, il y a eu une grève des pharmacies. C'est un journaliste qui est en région, qui fait de la télévision, et donc on lui demande de faire des sujets dans les officines, etc. Et sa chaîne récupère les papiers, etc. Et au moment du montage, je lui dis « Mais non, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut des interviews de personnes qui font quasiment une petite manifestation devant la pharmacie parce que c'est fermé. » Et il me dit « Il n'y en avait pas. » Il n'y en avait pas. Et donc, la remontée de la réalité, ça ne les intéresse pas. Du coup, on se met, et là, ça devient très grave, du coup, on se met à bricoler des interviews pour laisser penser que ça a quand même une réalité, ce que nous demandait le chef, quoi. Et ça, c'est quand même, ça aussi, c'est extrêmement brutal et frustrant, quoi. J'aimerais aussi qu'on évoque le racisme, parce que vous en parlez, on a parlé du sexisme. Il y a les discriminations qu'on retrouve, en fait, dans la société qui se reproduisent malgré tout, dans les rédactions. Et les jeunes journalistes auxquels vous avez parlé s'y attendent pas forcément ? Non, alors déjà, si je prends mon échantillon, il est quand même très blanc, d'une manière générale. Il est diversifié socialement, mais il reste quand même très blanc. Donc on n'a pas une diversité des territoires, en réalité, et de toutes les origines sociales. Sinon, on ne se retrouverait pas avec des rédactions aussi blanches. Non, je pense que ça a probablement un peu évolué malgré tout. Mais et là, effectivement, ceux qui font partie de ces minorités culturelles, je sais pas comment, ou ethniques, là se plaignent effectivement, mais de choses archi basiques, c'est-à-dire du racisme ordinaire, en fait. Oui, tout le temps. Alors on va retrouver les sujets. Bah toi, tu peux pas faire ce sujet-là, ou alors au contraire, tu vas faire le sujet banlieue parce que tu viens d'Afrique, etc. Peut-être de la 3e ou 4e génération, mais automatiquement c'est la banlieue. Mais moi, j'ai pas envie de travailler sur la banlieue éternellement, ou j'ai pas envie de travailler sur ces types de thématiques-là. Oui, on cantonne à des thématiques en fonction de la couleur de la peau. C'est quand même plus que problématique. Et puisque ce qui remonte quand même, et là on le retrouve aussi dans ceux qui sont, je dirais, dans les catégories sociales minoritaires, ou en tout cas qui n'étaient pas habituels dans la profession, c'est ce qu'eux appellent tous le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, donc, c'est quand même qu'en dehors même de ce qui est conscient chez les autres, que ce soit l'encadrement, les collègues, voire les sources, il y a quand même le sentiment qu'on n'est pas à sa place. On n'est pas à sa place et... Parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de personnes racisées dans les représentations. Encore aujourd'hui dans le journalisme, il n'y en a effectivement pas beaucoup dans les rédactions. Et donc, ça crée ces situations, j'allais dire d'inconfort, c'est plus que ça, c'est de violence pour certains de ces journalistes. Et donc, quand on cumule tout type de... On pourrait parler des autres discriminations, homophobes, je le disais, toutes les discriminations qu'il y a dans la société se reproduisent dans les rédactions. On rajoute tout ce qu'on vient d'expliquer, en fait, vraiment cette précarité, parfois cette brutalité du management, ce harcèlement, ça crée un mal-être. Vous l'avez évoqué, des problèmes de la santé mentale. Et il y a une phrase que vous avez citée dans le livre, qui est prononcée par un des jeunes journalistes, qui est « Notre employabilité leur importait bien plus que notre bien-être mental ». Ça, c'est des journalistes qui se rappellent de ce qu'on leur a dit pendant qu'ils étaient étudiants. Et il y a eu un appel récemment d'étudiants à Sciences Po qui disaient « On n'est pas essorable à l'infini, on ne peut pas tous sacrifier au nom de cette profession, même si on la désire ardemment. Et il est temps de prendre en considération notre santé mentale. » Tout à fait. Alors je crois qu'il y a à la fois la question de la santé mentale qui est indiscutable, avec en plus, si on prend le cas des écoles, c'est pas le cas de toutes les écoles, mais quelques-unes des écoles reconnues, je dirais, vont au-delà même, sur cette notion de l'employabilité, vont au-delà même de... Souvent les gens nous disent, quand je suis arrivé en rédaction, j'ai eu l'impression que c'était plutôt tranquille par rapport à ce que j'avais connu à l'école. Comme s'il fallait préparer au pire ces jeunes. Et effectivement, cette thématique de l'employabilité, elle est souvent perçue comme étant apparemment plus importante pour ces jeunes journalistes que, bien évidemment, leur bien-être, ou tout simplement le sentiment de faire le métier
tel qu'ils le souhaitaient. C'est-à-dire, là encore, par exemple, si vous voulez, il y a un gros débat sur, vous savez, court, long. C'est-à-dire, est-ce qu'on traite l'information sur des formats très courts, très condensés, la fameuse news, le hard news, etc. La plupart des écoles sont calées là-dessus, sur le thème, c'est ce qu'on va vous demander. Or, la plupart des jeunes journalistes Ils ne veulent pas faire ça. Ils ont envie de faire du terrain, et ils ont envie de faire du long. Ils ont envie quel que soit le support, que ce soit si c'est du son, ça va être les podcasts. Là, j'ai plusieurs, par exemple, qui sont en télévision. Même si c'est très compliqué pour eux, même parfois alors qu'ils sont déjà engagés dans le parcours, etc., ils vont accepter de reprendre des stages dans des sociétés de production pour apprendre à faire du documentaire, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire, de la même manière qu'en presse écrite, un certain nombre vont essayer de trouver des médias, on va leur proposer effectivement des textes longs, voire ils vont se garder un sujet, comme vous l'avez fait vous-même, un sujet qu'ils vont traiter sous forme de livre. J'ai l'exemple aussi de Louis Witter, qui a fait un livre sur les réfugiés à Calais, par exemple, etc. Donc, si vous voulez, on a cette espèce de tension, c'est-à-dire que dans les écoles, même, si vous voulez, ils nous disent, quand on a voulu demander à faire du long, on nous a dit, mais il n'y a pas besoin de t'apprendre à faire du long, si tu sais faire du court, tu sauras faire du long. Ce qui n'est pas vrai. Et ce qu'ils expérimentent effectivement, parce que travailler sur un sujet, le construire, le mener dans la durée, trouver aussi des interlocuteurs dans les rédactions qui peuvent être intéressés, c'est pas du tout la même chose que de travailler sur des sujets extrêmement courts, etc. Donc ça fait partie effectivement des tensions qu'on peut avoir dans les écoles, de la même manière qu'ils vont souvent reprocher à leurs écoles de ne pas les avoir préparés à la pige. Et c'est-à-dire le fait de travailler seul, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de modèle qui est développé d'une manière générale par les écoles pensant certainement bien faire, en se disant que toutes les écoles ont comme préoccupation fondamentale que leurs étudiants, surtout les écoles reconnues, que leurs étudiants trouvent un travail le plus vite possible, etc. Et du coup, il y a une espèce d'obsession de l'employabilité plutôt que une idée que on ferait ce travail pour s'épanouir, etc. Je pense qu'il y a aussi une autre tension que vous connaissez bien parce que vous l'avez traitée aussi dans votre livre et qui est probablement générationnelle et qu'on va retrouver dans les écoles, qu'on va retrouver de la part des hiérarchies, qu'on va retrouver chez les collègues plus âgés. C'est cette idée que c'est une génération de journalistes qui veut avoir du temps pour soi. Oui, en fait, c'est une génération qui refuse le sacrifice total qu'on lui demande. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on demande aux jeunes dans les rédactions. Moi, on me l'a demandé. C'est cette idée que compte même pas sur une vie personnelle. Et c'est admis et c'est normal. Et effectivement, il y a un rapport au travail qui est en train de changer chez une partie de ces jeunes qui disent « Mais non, en fait, ça n'a aucun sens. Je veux préserver ma vie personnelle et pas tout donner dans le travail. » Tout à fait. Alors, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire, effectivement, il y a... Je veux avoir une vie à côté. Et puis par ailleurs, je pense que c'est peut-être lié d'ailleurs aux conditions de travail où ils sont souvent dans des tâches d'exécution, dans du numérique, dans des desks, etc. Ils ne vont pas sur le terrain, etc. Ils sont enfermés. Ils vont souvent défendre l'idée qu'y compris sortir, rencontrer les gens, voir ce qu'il y a dans le monde autour de soi, et ben ça suppose d'avoir du temps libre. Et souvent, si vous voulez, quand j'avais fait l'enquête précédente, je retrouvais cette revendication chez les quadras. Mais chez les quadras, et notamment les femmes quadras, c'était je veux avoir du temps pour ma famille, pour mes enfants, etc. Chez eux, c'est pas ça. C'est avoir du temps pour rencontrer des gens. Certains, c'est des activités associatives, d'autres, c'est des activités sportives, d'autres, et d'une manière générale, c'est avoir une vie sociale, quoi. Et une vie riche. Et une vie riche. Et l'idée qu'on ne peut pas faire correctement ce travail si on ne peut pas avoir y compris une créativité, une réactivité à l'égard de ce qui se passe dans le monde autour de nous, si on l'ignore. Or, il faut avoir cette espèce de vie beaucoup plus épanouie pour pouvoir le faire. Et là c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué et qui se traduit alors par des phrases assez abominables de la part de l'encadrement, mais ils sont feignants, mais ils n'aiment pas travailler, etc. Donc, On connaît. Mais justement,
j'aimerais revenir sur cet aspect qui est celui de la santé physique et de la santé mentale. Et c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de faire cet entretien, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de jeunes journalistes qui viennent nous demander des conseils ou des aspirants journalistes et qui sont baignés dans cette idée qui est celle, encore une fois, qu'on nous transmet dans les écoles, reconnues, pas reconnues, dans l'ensemble des formations, c'est qu'il va falloir tout donner, étant donné que c'est très concurrentiel, et on ne nous parle pas tant que ça des conséquences pourtant majeure sur l'état de santé, au point que vous avez intitulé un de vos chapitres « Jusqu'à en être malade ». Et vous citez la fatigue, la dépression, le burn-out, la médicalisation à outrance, les troubles du sommeil qui naissent avec les premières années de la profession, les sauts d'humeur, voire le stress post-traumatique dans la couverture de certains événements, c'est très sérieux. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça dans cette profession pendant aussi longtemps, de se dire non, c'est normal, tout le monde a des problèmes de santé, parce qu'on fait notre travail à 2000%, ça se dégrade en plus de plus en plus avec la libéralisation de ce marché-là, enfin de ce travail-là. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé ça normal pendant aussi longtemps ? Écoutez, j'ai du mal à répondre. Je pense qu'il n'y a peut-être pas la même perception des difficultés personnelles et notamment des difficultés psychologiques aujourd'hui que peut-être il y a plus de temps. Moi, j'aurais tendance, pour suivre ce secteur depuis très longtemps, et c'est pas toujours le discours qui va être tenu quand on parle de cette profession, moi j'ai quand même tendance que les conditions se sont quand même pas mal dégradées. Oui, donc c'est vraiment de pire en pire. L'intensification du travail, le durcissement des rapports hiérarchiques, le manque d'autonomie dans le travail, je pense que c'est des choses qui se sont durcies. Si vous voulez, un certain nombre de jeunes vont avoir tendance à dire « mais on a le sentiment d'être des variables d'ajustement par rapport au problème ». Parce que c'est vrai que tout ça n'arrive pas n'importe quand. Ça arrive quand même à une période où l'économie des médias est en danger. Est extrêmement en danger, quoi. Donné à Blast. Oui. On a là aujourd'hui une espèce de surdéveloppement des grandes plateformes Internet qui ponctionnent complètement ce qu'étaient les revenus des médias traditionnellement. Et du coup, imaginez qu'en presse écrite, par exemple, globalement, quel que soit le secteur de la presse écrite, en une vingtaine d'années, on a plus du tiers du chiffre d'affaires qui a disparu. Alors qu'il a fallu aller sur d'autres supports, qu'il a fallu se diversifier, il a fallu multiplier les angles les compétences. Les compétences et la complexité des sujets traités, etc. Donc, avec moins de moyens, donc les rédactions ont eu tendance à rétrécir. Il y a moins de journalistes aujourd'hui qu'il y a plus d'une quinzaine d'années. Donc, si vous voulez, ça se répercute sur les personnes. Et je pense que cette idée de variable d'ajustement, elle est assez juste, c'est-à-dire que ceux qui sont en poste, y compris qui ont parfois plus de protection parce que syndiqués, parce que là aussi ces jeunes n'ont pas beaucoup la tradition de syndicalisation et d'action collective. C'est parce qu'en fait on est répartis au début entre plein de médias, enfin on est beaucoup à être comme ça, on n'est pas dans une rédaction, on nous dit de multiplier un peu les médias, donc on n'a pas un endroit où on vient tous les jours et où on se voit au contact justement d'autres journalistes syndicalisés qui nous diraient de le faire. Oui. Tout à fait. Alors il faut voir aussi que vous parliez du burn-out. Je pense que le burn-out, il est entre guillemets intéressant quand on en discute avec des psychologues et des psychiatres qui sont spécialisés dans le domaine. C'est qu'est-ce qu'il nous dit effectivement, parce qu'il nous dit d'un côté le burn-out, c'est le surengagement. Ça effectivement, on demande ce surengagement. Comme on le disait tout à l'heure, y compris au départ, ces jeunes sont prêts à l'engagement et au surengagement parce qu'ils savent que ça va être extrêmement difficile. Et puis parce qu'ils adorent leur métier. Je pense qu'il faut le préciser. Bien sûr, il y en a qui adorent ce qu'ils font. Bien sûr. Et même quand c'est dur, même quand c'est pas aussi intéressant que ce qu'ils voudraient, c'est tellement un métier passion, il y en a quand même tellement ça, qu'ils disent si on aime ça, on peut pas faire de burn-out parce que c'est pas comme des tâches absurdes. Et alors, si vous voulez, le burn-out, il est en général, d'après ce que nous disent les psychiatres, c'est pas seulement le surengagement, c'est aussi est-ce que ce surengagement débouche sur une reconnaissance ? Est-ce qu'il a sur une valorisation ? Et c'est là qu'on tombe sur quelque chose qui est plus spécifique encore aux jeunes, c'est que comme ils sont traités, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec beaucoup de dédain, sans égard, etc., là on a cette espèce de choc
qui intervient. Et il intervient extrêmement tôt. Et moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est que, si vous voulez, les premiers signes du burn-out sont souvent des signes physiques, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein, ça sont des insomnies, sont des maux de tête, sont parfois des troubles musculo-squelettiques, parfois des diarrhées, des choses comme ça, des règles qui n'arrivent plus quand il le faut, etc. Et là, souvent, si vous voulez, le corps médical, d'autant que la médecine du travail, comme vous le savez, et tout ce qui tourne autour de la médecine du travail ne s'est pas amélioré avec les récentes réformes. Donc, on va avoir de plus en plus des médecins de ville pour traiter qui ne connaissent pas souvent ce genre de problème et qui vont arrêter pour quelques jours, qui vont donner des médicaments, etc. Moi, je suis très inquiet de voir un certain nombre de ces jeunes journalistes me dire « Bah oui, j'ai fait un burn-out, je me suis arrêté 15 jours, puis j'ai recommencé, puis nouveau, 1 an ou 2 plus tard, de nouveau fait un burn-out. » Un burn-out, il y a plusieurs niveaux, mais parfois on ne peut pas recommencer du tout. Hein. Oui. On ne tient plus debout. Hein. Et souvent, c'est pour ça que je dis que j'alerte un peu sur le sujet, parce que souvent, ces premières manifestations, ce sont des signes de quelque chose qui est en train de se développer et qui devrait immédiatement, à la fois dans le corps médical et surtout dans les hiérarchies, être une alerte et de dire « Attention, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que... » Or, souvent, au lieu de voir ce type de réaction... On se fait mettre de côté. Oui, ou alors on a de la surenchère sur le thème quand tu auras terminé tes vacances, tu me préviendras. Est-ce que tu as prévu des sujets pendant que tu prendras tes vacances, alors que la personne est arrêtée pour des raisons médicales. Et là, effectivement, on retrouve, par exemple, j'ai un psychiatre que je suis pas mal, Kosowski, à Lyon, qui me dit, là, à certains moments, on arrête les gens 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, quand on ne leur dit pas, tu sais, il faudrait probablement que tu cherches une autre profession parce que tu vas sans arrêt te retrouver dans ces... Mais moi, c'est vraiment un message que je veux passer à celles et ceux qui nous regardent. Quand on ne prend pas soin à ce point de notre santé physique ou mentale et que c'est encouragé par, encore une fois, un cadre qui ne va pas nous dire de nous arrêter, ça peut avoir des conséquences extrêmement grave. Et après, quand on doit s'arrêter, c'est pas 15 jours. Et ça peut être, vous l'avez dit, 1 an, 2 ans. Et ça, c'est des cas dont on parle peu en journalisme. Et pourtant, nous, on en voit dans les rédactions. On en voit des jeunes anciens collègues qui, entre-temps, ont tout arrêté, ont fait des burn-out. On les voit pas à la télévision. Mais en fait, ils existent réellement, ils représentent beaucoup de gens. Et vraiment, moi, mon combat, c'est justement d'alerter sur ces questions-là pour que ça cesse. Là, j'en ai dans mon enquête. Hein. J'ai une jeune femme, là, qui est arrêtée depuis 1 an. Je l'ai interviewée il y a 1 an et demi. Maintenant, elle est arrêtée depuis 1 an. Et... Encore une fois, quand on est arrêté, c'est qu'on ne tient plus debout. C'est pas une question de volonté. On peut être le journaliste le plus motivé de l'univers. Si on tient plus debout, on tient plus debout. Et on peut plus physiquement faire ce travail. Donc je pense que c'est effectivement, évidemment, un travail de sensibilisation dans les hiérarchies des rédactions. C'est aussi tout simplement une question de flexibilisation de ce marché du travail-là. Mais entendons les jeunes quand ils disent qu'ils sont fatigués, ces jeunes journalistes, qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance, parce que ça a de vraies conséquences. Et on ne fait pas ce métier à n'importe quel prix. Et sa carrière, on peut aussi la reprendre plus tard. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Là, je sors de mon rôle de journaliste présentatrice, mais parce que je me suis sentie très concernée par votre livre qui décrit une réalité qui, je pense, est celle de beaucoup de jeunes journalistes. J'aimerais revenir sur ce qui est l'un des derniers aspects du livre, qui est celui de la reconversion, puisqu'on l'a dit, 40% des personnes qui ont une carte de presse depuis moins de 7 ans ont quitté la profession, donc c'est quand même absolument considérable. Vers quoi se tournent ces ex-jeunes journalistes ? Tout à fait. Alors, écoutez, déjà, il faut avoir à l'esprit, on revient à ce qu'on s'est dit au début, ils ont fait de très bonnes études. Ils ont fait de très bonnes études, comme vous d'ailleurs, vous avez fait de très bonnes études. Du coup, à ce moment-là, quand vous heurtez... Alors, une fois de plus, tout le monde ne sort pas au même mur. On n'a pas toujours les mêmes hiérarchies, pas toujours les mêmes entreprises. Certains vont tomber sur des... Vont bien tomber, vont avancer, vont trouver ce qui leur convient, même si ça reste un sujet de fort engagement, et d'autres non. Et donc, à ce moment-là, y compris parfois leur environnement, vous parliez de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont fait des études avec eux avant qu'ils entrent en école de journalisme et qui leur disent « mais écoute, arrête, qu'est-ce que tu te fais, qu'est-ce que tu t'embêtes, t'as vu combien tu gagnes, moi j'en suis là, je fais tel type de boulot, j'ai telle responsabilité, je suis reconnu dans mon entreprise et toi t'en es encore au SMIC ou au-dessous du SMIC et t'as pas de responsabilité. » Enfin disons,
Donc, il y a ce côté, j'ai des moyens, et certains me disent d'ailleurs, j'ai un capital intellectuel, j'ai un capital de formation. D'où le fait que la reconversion est plus facile que pour des journalistes qui vont quitter à 50 ans ou même à 40, 45 ans, parce qu'ils sont mieux formés, ils sont beaucoup plus proches en même temps de leur cycle de formation. Donc le premier, alors je pense que là il y a des effets d'enquête, mais dans mon enquête, le premier c'est l'enseignement. C'est quels que soient les niveaux d'enseignement, certains c'est en primaire, d'autres en secondaire, d'autres vont vers le supérieur, plutôt d'ailleurs le secondaire on va dire. En général en fonction de ce qu'a été leur dominante avant d'entrer, si on a été en histoire géo, si on a été très bon en littérature ou entre parenthèses, j'en ai quelques-uns qui ont passé le CAPES avant même de faire l'école de journalisme parce que Comment ? Au cas où. Voilà, on leur a tellement dit que ça serait dur et que ça serait peut-être impossible qu'ils se disent, ils ont fait une prépa, ils ont fait un master, etc. Ils passent un CAPES. Donc, d'autres vont se mettre en position de pouvoir en passer. Donc, première option, c'est ça. Deuxième option, c'est la communication. Là, si vous voulez, ça peut paraître un peu banal, et on va me dire, ah bah oui, on sait bien que les journalistes, quand ils arrêtent le journalisme, c'est la com. C'est vrai que c'est logique, on a des compétences qui sont prisées par les communicants. Oui, alors sachant que c'est plus du tout la même chose que ce qu'on entendait. Vous voyez, on a tous en image ces Rillon qui devient le communicant d'un tel, etc. Non, là, eux, ils vont travailler dans des médias, mais dans des médias institutionnels ou dans des médias d'entreprise. Autrement dit, entre guillemets, techniquement, ils font le même métier, techniquement. Mais pour des entreprises qui les rémunèrent correctement. Qui les rémunèrent correctement, qui les considèrent correctement et qui leur proposent des évolutions de carrière. Parce que souvent, c'est les éléments, les différents éléments. Ensuite, si vous voulez, un certain nombre d'entre eux, avant même d'entrer en école de journalisme, avaient une passion pour le numérique. Certains sont très forts en informatique, etc. Si ce qu'on leur demande de faire ne leur convient pas, parfois ça va être le numérique. D'autant plus facilement, entre guillemets, que souvent leurs médias ont des partenaires pour les aider à accompagner leur évolution vers le numérique. Et ces partenaires, des startups souvent, leur disent, tu sais, t'es vachement bon dans ton secteur, etc. T'es mal payé, tu fais pas des trucs très intéressants, etc. Pourquoi tu viendrais pas chez nous ? Donc troisième option, et ça, il y a que chez les jeunes qu'on trouve ça. Il y en a qui vont vers le marketing, ceux qui ont fait de l'économie, de la socio, etc. Et puis après, si vous voulez, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est parfois des passions qu'ils ont eues au départ, parfois dans le domaine artistique ou d'autres. Et puis, il y a aussi tout cet horizon de ce qu'on pourrait appeler le monde d'après, c'est-à-dire... alors là, on sort complètement de l'univers dans lequel on était. Vous voyez, c'est un exemple très un peu marginal, mais j'ai le cas d'un garçon qui a été JRI à Alep. Journaliste reporter d'images. Ouais, voilà. Qui termine au Bataclan avec un syndrome post-traumatique, etc. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il est maraîcher bio. Et le monde d'après. Reconversion totale. Et là, il y en a un certain nombre qui partent vers le bio, la matière, enfin, vous voyez, vraiment aller complètement dans un autre univers. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve que vraiment votre livre est éloquent en ce qu'il décrit avec précision les conditions de travail des journalistes. Il nous permet de savoir à quoi s'attendre, en fait, dans cette profession, toutes les problématiques qu'on rencontre. J'aimerais quand même apporter un petit point de nuance, parce que ceux qui nous regardent se disent peut-être qu'on vient de dresser un portrait bien sombre de cette profession. Moi, je crois que c'est important de l'avoir en tête pour pas être totalement dans la désillusion et pouvoir se préparer au mieux. Ça veut pas dire qu'il faut plus être journaliste, ça veut pas dire qu'il faut pas se jeter dans cette profession. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, sinon je le ferais pas, mais ce n'est que mon opinion très subjective. Et en fait, on peut quand même y arriver, mais je pense qu'il faut le faire jusqu'à une certaine limite et aussi savoir revendiquer ses droits. Et savoir s'organiser, et vous l'avez dit, il y a des collectifs de pigistes aujourd'hui qui s'organisent, savoir s'organiser avec ses collègues pour réussir à pas subir des pressions qui sont parfois insupportables. Et il existe aussi des rédactions où ça se passe très bien, je tiens à le préciser. Tout à fait, il faut bien insister. Toutes ne sont pas comme ça, mais c'est vrai qu'une grande partie, très grande partie quand même, ont vu au moins à un moment ce type de dérive-là. Donc Voilà, c'est une réalité de terrain. Merci beaucoup d'être venu
venu avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, qui est le résultat de votre enquête jeune journaliste, L'heure du doute, est disponible aux éditions Entremises. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. Cette interview est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant et que nous avons besoin de votre soutien si vous voulez que nous puissions continuer à faire notre travail. Donc vous pouvez nous soutenir financièrement en vous abonnant ou en faisant un don sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt.